Bonjour, Anouchka, pour ce 30e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles que j'aimerais consacrer aujourd'hui à la question des incarnations de prisonniers. Alors avant de commencer, j'aimerais partager avec vous quelques bases ou quelques réflexions qui sont là, qui m'accompagnent depuis un certain temps, parce que je me suis rendu compte que bien que le phénomène de flamme jumelle ait toujours existé et qu'il en a été fait mention à travers les siècles dans toutes sortes d'écrits, assez peu de personnes portent de l'intérêt à l'histoire des flammes jumelles et aussi à l'histoire de notre planète. L'histoire de notre planète Terre. La plupart des personnes qui témoignent autour de ce phénomène sont préoccupées par la réunion, comment arriver à la réunion, et puis la réunion, et puis encore aussi la réunion, et puis la réunion. Ce qui me fait parfois un peu penser à une forme d'obsession de la réunion. Mais au fond, assez peu de personnes portent de l'intérêt à savoir qu'est-ce que c'est une flamme jumelle, quelle est sa fonction et qu'est-ce qu'elle a vécu, d'où elle vient, qu'est-ce qui la caractérise et comment elle a évolué et quelle est l'évolution qui est la sienne. Il en est fait un petit peu mention à travers ce que certains appellent les missions de vie ou des choses comme ça, mais ça reste quand même extrêmement ténu. Alors, bien sûr, toute cette question de l'histoire des flammes jumelles, c'est une question qui est encore un peu méconnue, puisque peu de personnes se penchent sur le sujet et essayent de l'étudier, en dehors de Fabien Marchand. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Et puis aussi parce que toutes les traces historiques, la plupart des traces historiques, elles ont été effacées. On sait que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Il y a plusieurs hypothèses sur qui aurait commandité cet incendie criminel. On sait que c'est un incendie qui a été volontaire. Certains pensent que c'est Jules César qui l'a souhaité, ce qui serait tout à fait compatible avec le caractère de Jules César. On sait aussi que tout dernièrement, la guerre en Irak, par exemple, mais encore d'autres guerres au Moyen-Orient, avaient bien sûr pour but de détruire les preuves du passé historique de l'histoire de la planète. Donc, cette question-là, moi, de l'histoire, finalement, elle m'intéresse beaucoup. Elle m'a pas du tout intéressée quand j'étais enfant et quand j'étais adolescent. J'avais horreur des cours d'histoire. Je trouvais ça ennuyeux et barbant à souhait. Mais depuis que je descends dans le karma, depuis que je descends dans le passé, depuis que finalement je fais tellement de voyages dans le temps, je suis amenée à travers tous ces voyages dans le temps, et grâce aussi à vous, grâce aussi à toutes les personnes qui prennent contact avec moi et qui sont des flammes, parce que voilà, j'ai pas toujours accompagné les flammes dans mon parcours professionnel qui commence à dater. Maintenant, je suis un peu une vieille branche. Puisque ça fait quand même plus de 20 ans, près de 20 ans que je travaille sur le karma. Donc à travers tous ces voyages, je suis amenée à être au contact de pans de l'histoire, d'avoir
des connaissances sur le karma de certains êtres, dont des êtres qui ont marqué l'histoire, puisque parmi les flammes, il y a beaucoup d'êtres qui ont marqué l'histoire. Et d'avoir évidemment une vision un peu différente des événements que celle qui nous est transmise dans les manuels, puisqu'en fait, au niveau des annales akashiques, on a l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est aussi, donc c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que d'une part, je me considère comme étant vraiment encore tout à fait débutante dans cette question, même si je l'étudie depuis 20 ans. Pour moi, 20 ans, c'est pas suffisant pour considérer que j'ai une expertise, même si de fait, il commence à y avoir une petite expertise, mais je la trouve encore très ténue par rapport à l'ensemble des données qui n'ont pas encore été transmises. C'est comme si on était un petit peu au début d'un champ de recherche. Et ce champ, il est assez peu étudié finalement. Donc dans ce que je partage, dans ce que je peux partager, il y a probablement des choses qui ne sont pas encore tout à fait... c'est pas que c'est pas juste, mais je pense que c'est encore très lacunaire. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de lacunes dans ce que je peux découvrir, dans ce que je peux sentir. Et puis c'est bien sûr à travers... moi j'aime beaucoup le travail de la preuve, j'aime beaucoup l'approche scientifique parce que je la trouve vraiment intéressante, surtout pour tout ce qui est spirituel. Et surtout parce qu'il me semble qu'elle n'est pas du tout incompatible avec des aspects émotionnels ou avec des aspects du cœur ou avec toutes sortes d'autres aspects. Alors, je dois fermer la porte. Voilà. Je ne pensais pas que certaines personnes reviendraient dans la maison, mais c'est le cas. Et j'ai envie d'être tranquille avec vous sans que ce que je vous raconte soit écouté par tout un chacun. Donc, venons-en aux faits. Beaucoup de personnes se demandent si tout le monde peut être flamme jumelle. En ce qui me concerne, ce que je constate, c'est que tout dans l'univers est organisé sous forme de couple, sous forme de binôme. En général, un binôme, dans le binôme, il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Donc pour moi, il n'y a pas de raison à ce qu'un humain n'ait pas sa flamme. C'est-à-dire, je serai plus précise, il n'y a pas de raison à ce qu'un humain n'ait pas son binôme. Donc pour moi, chaque humain a été issu d'un même œuf qu'un autre être humain, qui n'est peut-être pas incarné en ce moment, qu'il ne connaît peut-être pas, qu'il n'a peut-être pas encore rencontré, parce que dans ce que je constate, pour que ces binômes puissent se rencontrer, il est nécessaire d'avoir fait un certain chemin de conscience. Et à ce sujet, je pense que je ne suis pas sûre, je préférerais le dire comme ça, je ne suis pas sûre que l'ensemble de l'humanité ait fait ce chemin de conscience. Donc je pense que pour l'instant, certaines personnes sont très 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 loin de pouvoir rencontrer leur flamme. Et certains autres sont dans des relations qui ne leur permettent pas de rencontrer leur flamme, puisqu'en fait, ils n'ont pas choisi le chemin du cœur. Ils n'ont pas choisi le chemin de l'amour dans leur vie. Ils ont choisi des chemins différents ou d'expérimentation de l'amour
c'est toujours une expérimentation de l'amour d'une certaine façon, mais sur des chemins qu'on pourrait appeler des chemins de traverse ou des chemins qui un jour vont les amener à être en contact avec ce type spécifique de relations amoureuses qui ne sont pas des relations faciles. Les relations de flamme, c'est la relation la plus difficile. En réalité, c'est la relation la plus complexe, puisque justement, elle nécessite que chacun des deux partenaires du binôme ait fait le choix conscient du cœur et ait fait toutes les actions initiatiques qui amènent à vivre dans l'énergie du cœur à chaque instant de sa vie. Et dans chacune de ces relations, que ce soit des relations professionnelles ou que ce soit des relations familiales ou que ce soit des relations filiales ou que ce soit des relations amicales. Et ceci, bien sûr, non pas uniquement avec des personnes fantastiques, évoluées, agréables, délicieuses, merveilleuses, mais bien sûr avec les pires, c'est-à-dire avec ceux qui ont été nos plus grands ennemis dans toute notre histoire d'âme, ou ceux qui ont été nos bourreaux, ou ceux avec qui partagent des valeurs qui sont extrêmement éloignées des nôtres et qu'on ne comprend pas. Donc ce chemin, qui est le chemin de l'amour réalisé entre deux binômes qu'on appellerait des flammes jumelles, flammes à cause de la caractéristique de leur cœur, ce chemin-là, c'est évidemment le chemin le plus ardu. Et ce n'est pas celui que tout le monde prend, parce qu'en fait, il faut commencer d'abord par des chemins plus simples, par expérimenter des choses plus simples, par expérimenter des bases, par expérimenter autre chose. Et on pourrait dire que c'est un petit peu comme un parcours scolaire qui ferait par exemple que le chemin de flamme jumelle, c'est le doctorat. Donc pour pouvoir arriver à la thèse, il faut en avoir quand même, il faut quand même avoir un peu roulé sa bosse dans le domaine de ses études. Et puis, il faut en avoir fait des examens. Il faut en avoir étudié des choses. Il faut en avoir été capable aussi de les pratiquer, ces choses-là, puisque les études de la flamme jumelle ne sont pas des études théoriques, mais sont vraiment des études qui se valident par des examens pratiques, qui intègrent la capacité à avoir compris la théorie, mais surtout à l'avoir intégrée pratiquement. Donc la vie continue à donner des situations constantes pour tester, en fait, si la personne a compris les enseignements qu'elle avait reçus et est capable de les appliquer. Donc, ça, c'était déjà une première chose que je voulais partager avec vous. Donc, pour moi, il y a vraiment, chacun a un binôme. Chacun a quelque part un autre. Beaucoup ne l'ont pas rencontré. Beaucoup ne l'ont pas rencontré. Et beaucoup ne le rencontreront pas dans cette vie, parce que ce n'est pas dans cette vie, on a encore beaucoup de vie devant nous. L'humanité a encore tellement à progresser, l'humanité est vraiment, en tant que telle, l'humanité est vraiment au stade de l'école enfantine. On est encore à l'âge de 4-5 ans, là, à se taper dessus, c'est mon jouet, c'est ton jouet, non je le veux pas, tiens je te tape. Je veux dire, on est très très peu évolué en tant que... Par rapport à des sociétés éclairées, on est vraiment tout. Enfin voilà, si on n'était pas si peu éclairé, notre monde irait beaucoup mieux. Le fait qu'on a vraiment... Voilà, on est sur un plan, le plan terrestre, le plan de l'humanité. C'est un plan qui est très abîmé. C'est un plan qui ne sait pas prendre soin de lui-même et qui ne sait pas se mettre dans la créativité et dans la beauté, et qui est encore complètement pris par toutes les questions de la destruction, comme sur le plan de l'évolution de l'enfant,
le petit enfant se trouve vers l'âge de 3-4 ans, on va dire. 3-4 ans, c'est vraiment à ce moment-là que on se dispute pour un jouet et qu'on tape d'abord l'autre avant d'utiliser en fait tout son système cognitif pour, pour trouver une solution, ou alors même l'étape suivante pour éviter le conflit. C'est-à-dire pas éviter le conflit, mais je veux dire être dans une situation qui fait que le conflit n'est même plus nécessaire. Ce qui est le cas par exemple des sociétés éveillées. Les sociétés éveillées, elles n'ont plus besoin de créer des conflits. Parce qu'elles sont ailleurs, elles sont dans des choses beaucoup plus constructives, plus motivantes, plus intelligentes, plus intéressantes. Donc ça, c'est quand même un point important. Et ensuite, de ça, une chose que je voulais partager avec vous, c'est que en ce qui me concerne, je parle vraiment en mon nom propre et par rapport à ce que je découvre. Et si ça ne vous convient pas, évidemment, ça je l'ai déjà dit, ne le prenez pas. Chacun a sa représentation du monde, chacun a ses propres recherches ou ses propres découvertes. Mais en ce qui me concerne, ce que je sais ou ce que j'ai compris ou ce qui m'a été transmis, c'est que chacun de ces couples, chacun de ces binômes n'ont pas forcément la même origine. Sur la Terre, les humains qui sont sur Terre ne sont pas tous de la même origine, puisque la Terre regroupe, a cette spécificité de regrouper des âmes qui peuvent provenir de planètes extrêmement diversifiées. C'est ce qui fait l'intérêt de la Terre. C'est qu'on se retrouve à côté de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes représentations que nous, qui n'ont pas du tout le même background, qui n'ont même pas la même structure énergétique que nous. Quand on fait comme ça des voyages dans le temps, ou quand on a la possibilité de voir l'aura, on peut voir le vrai visage de chaque personne, on peut voir la vraie forme de la personne, et on peut bien voir que tout le monde ne vient pas de la même planète. Et on peut même voir que la forme physique de chacun, selon la planète dont il provient, est différente. Alors bon, moi je ne connais pas toutes les planètes de l'univers, et puis de par mon propre parcours, par ma propre identité, j'accompagne beaucoup de Vénusiens, et donc de flammes atlantes, puisque les Vénusiens ont formé le peuple atlante. Ce que je constate depuis un certain temps, c'est qu'il y a aussi bien sûr des flammes lémuriennes qui n'ont pas la même histoire que les flammes vénusiennes et qui ne proviennent pas de la même planète que les flammes vénusiennes. On sait que ces deux peuples, le peuple atlante et le peuple lémurien, ont été des peuples ennemis sur la Terre suite à certains événements. On sait que c'est le fait qu'ils aient été des ennemis qui a aussi précipité la chute de l'Atlantide. On sait qu'au moment de la chute de l'Atlantide, ces deux peuples présents, parmi ces deux peuples présents, certains se sont réfugiés dans la croûte terrestre, au sein de la croûte terrestre. Vous pouvez lire les livres de Télos qui expliquent ça très bien. Et on sait que ceux qui se sont réfugiés sous la terre, dans les cités de Télos notamment, ont réussi à comprendre leur histoire, ont réussi à la développer, à la transformer, à la guérir et à se réconcilier. Ce qui n'est pas le cas des êtres issus de ces peuples qui vivent sur la terre. Pour l'instant,
les Atlantes et les Lémuriens qui sont sur Terre sont de grands ennemis encore aujourd'hui, même s'ils n'en ont pas conscience. Même si les personnes qui portent ces vibrations, elles n'ont pas forcément conscience de ça, parce que la plupart des êtres humains ne s'intéressent pas à leur histoire, ne s'intéressent pas à savoir d'où ils viennent. Ils s'y intéressent, mais ils ne répondent pas à ces questions. Ils se posent la question d'où je viens, mais ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Et donc, la plupart du temps, les humains vivent de façon très inconsciente sur le plan terrestre. Et du coup, ils s'affrontent sur des questions qui les opposent depuis tellement longtemps. Depuis tellement longtemps. Donc, il est tout à fait possible, par exemple, que vous soyez une flamme jumelle et que votre origine soit plutôt lémurienne. Par rapport aux autres identités, je ne peux pas tellement me prononcer parce que je pense que dans mes consultations, je ne reçois que des Atlantes et des Lémuriens, mais je n'en suis pas toujours sûre parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même le début. Et mes connaissances restent quand même lacunaires. Et comme les personnes qui viennent vers moi souvent ne connaissent pas non plus leur origine, je ne suis pas toujours aidée par d'autres pour comprendre ou pour répondre aux questions qui sont les miennes. Donc voilà, il faut admettre qu'on est au début de quelque chose et qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Et que finalement, c'est important de le savoir et pas important, ça dépend. Ça dépend. Personnellement, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc voilà. Ça, c'était quelque chose que je voulais poser comme base ce matin, avant de parler des incarnations de prisonniers. Parce que, en général, j'accompagne plutôt des flammes atlantes, même s'il y en a plein d'autres. Et donc, je m'adresse plutôt en tant qu'Atlante. Moi, je suis une Atlante. Je m'adresse plutôt en tant qu'Atlante aux Atlantes. Je dis ça parce que je pense que, comme j'ai dit un peu avant, plusieurs personnes ne connaissent pas leur identité et ça peut créer des amalgames. En fait, c'est dans ce sens-là que ça peut poser problème, c'est que ça peut créer des amalgames. Donc, essayez d'être un peu attentif à qui vous êtes et puis à mettre du discernement dans tout ça et à comprendre votre propre histoire. Chacun peut aller voir sa propre histoire et comprendre sa propre histoire d'âme. Et on n'est pas dans des jugements de valeur. La question n'est pas tellement d'être dans des jugements de valeur. La question est d'avancer pour qu'on puisse apporter la paix sur la terre. En tout cas, pour moi, c'est une valeur très importante. Et c'est ça qui me meut, c'est ça qui me donne de l'élan. C'est de permettre progressivement à ce que la Terre puisse retrouver sa vibration initiale. Et la Terre, qu'on appelle Gaïa, a une vibration initiale d'une paix incroyable, puisque la Terre est la planète du féminin sacré. Et la paix est une des vibrations du féminin sacré. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les humains qui ont fait le choix de venir vivre sur la Terre puissent suivre les lois de la Terre et ne pas imposer leurs lois de destruction
sur une planète dont ce n'est pas la vibration, et donc d'abîmer constamment cette planète, et de ne pas honorer constamment cette planète. Et c'est pour ça que je m'intéresse à l'histoire de cette planète, parce que je peux voir, en m'intéressant à l'histoire de cette planète, quelle est l'identité profonde de cette planète et qu'est-ce que les humains ont infligé à cette planète-là à travers la façon dont ils se comportent auprès de la nature de cette planète-là, mais aussi à la façon dont ils se comportent les uns avec les autres, et notamment la façon dont ils se comportent avec le féminin sacré, en l'un, en l'autre, de quelle façon l'histoire a nié le féminin sacré chaque fois qu'il s'est manifesté. Donc voilà, donc les incarnations de prisonniers dans ce que je présente ici, à mon avis, concernent essentiellement les Atlantes. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais dans ce que je peux voir au niveau de mon parcours ou de tous les voyages dans le temps que j'ai pu faire, et j'en fais quand même un certain nombre par semaine depuis longtemps, ça concernerait essentiellement les Atlantes. Je pense que voilà, moi c'est ça, c'est mon champ de recherche. C'est le champ de recherche qui est le mien. Il n'est pas cantonné qu'aux Atlantes, puisque je suis amenée à rencontrer des personnes qui ont d'autres polarités, ou pas d'autres polarités, mais qui ont d'autres identités. Et j'en connais évidemment aussi un bout sur la question des autres identités, mais pas suffisamment pour pouvoir considérer que je peux m'exprimer sur le sujet. Je vous l'ai déjà dit, pour moi, j'ai besoin d'avoir des preuves et 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 encore des preuves pour être sûre avant d'affirmer quelque chose. Donc j'aime bien que ce que je dis ne soit jamais vraiment une affirmation totale, complète, parce que je vois bien qu'à travers les siècles, tous les humains ont pensé avoir raison, et puis qu'en fait, la suite de l'histoire a démontré qu'il n'était qu'à une étape. Donc je pense qu'encore maintenant, nous ne sommes qu'à une étape, et que dans cette étape, si nous savons certaines choses, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Donc voilà, maintenant je peux vous parler des incarnations de prisonniers. Alors les incarnations de prisonniers, parce que les flammes atlantes ont une structure de cœur tout à fait particulière, ont un cœur qui est organisé et structuré d'une façon particulière, puisqu'il peut on va dire engranger et conserver et émettre une quantité de lumière qui est assez impressionnante, et une lumière qui est vraiment une lumière d'amour, une lumière de tendresse, une lumière de compassion, un lac de compassion, et que cela les a éclairés d'une façon particulière, a éclairé leur corps, mais aussi leurs pensées, mais aussi leurs actions d'une façon particulière, en raison en fait de cette structure énergétique et en raison d'un plan terrestre qui était organisé tout à fait différemment autour des questions de la destruction. Les flammes atlantes ont régulièrement été amenées dans leurs incarnations à être attaquées, à être violées quand c'était des femmes, à être tuées, à être assassinées, à être torturées, et bien sûr, à être emprisonnées. Donc, elles ont passé des jours et 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 des incarnations
à être séquestré et emprisonné. Et ça, un passé comme celui-là, ça laisse des traces aujourd'hui. Ça laisse des traces et c'est comme si, en fait, ces flammes, elles ont tellement pris l'habitude d'être en prison que dans l'incarnation d'aujourd'hui, elles vont reproduire ça. Alors non plus dans des prisons d'État, mais dans leurs relations. Alors chez le chaser, ça va plutôt donner des prisonniers du travail, donc des personnes qui sont complètement prisonniers d'une structure professionnelle ou d'une structure professionnelle, on va dire ça comme ça, ou d'un engagement professionnel. Et même si ces personnes sont souvent indépendants dans l'organisation de leur travail, par exemple, elles n'aiment pas avoir de patron, n'aiment pas avoir de chef, ça dépend un petit peu des chasers. Ou alors ils aiment avoir un chef qui les laisse libres et qui les laisse libres d'organiser par eux-mêmes leur travail. Donc même si en général ils sont leurs propres patrons, ils vont quand même reproduire cette organisation interne d'être prisonniers de leur travail. Et ils vont s'imposer. Alors on a vu, certaines personnes ont très bien expliqué ça, que ça se construit dans cette vie, ça se construit avec la mère qui est tout le temps d'une exigence extrême vis-à-vis du chaser et qui considère toujours qu'il n'en a pas fait assez et qu'il n'a pas été suffisamment parfait et qu'il n'a pas et qui est tout le temps dans l'exigence en fait, l'exigence d'une forme d'excellence, et que le chaser voit ça comme pense en fait que l'être qui va lui n'a pas compris que l'amour ne vient pas des parents, mais que l'amour provient de sa connexion énergétique à la source. Et donc le petit chaser, il va penser que c'est les parents qui lui donnent de l'amour, et il va penser que si il fait ci et qu'il fait ça et qu'il fait encore ci et qu'il fait encore ça et qu'il fait ceci et qu'il fait ça, il va recevoir cet amour. Et en fait c'est une quête sans fin, puisque le parent ne lui donnera pas cet amour, puisque le parent il est dans l'exigence. Le parent il veut que son enfant se tienne bien, qu'il ait bonne allure, qu'il fasse ceci et ça, et il ne va pas donner à aucun moment une énergie d'amour, c'est-à-dire une énergie de tendresse, de douceur, de réconfort, de bienveillance, d'encouragement, de remerciement. Le chaser n'est jamais remercié pour ce qu'il fait, jamais. C'est normal, et c'est normal qu'il dépasse ses limites. Et ça, c'est la prison. Vous voyez, ça, c'est la structure de prison, puisqu'en fait, en général, le chaser, il va choisir comme parents d'anciens bourreaux. Il va repasser aussi par des relations amoureuses avec des personnes qui ressembleront à ça. Et en général, à l'heure actuelle, les chasers qui sont éveillés à la flamme, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils sont des chasers et qu'ils sont conscients qu'ils sont des flammes, en général, ils ont réussi à mettre un terme aux relations toxiques qu'ils ont pu rencontrer dans leur parcours, mais ils n'ont pas forcément réussi à mettre un terme au processus d'emprisonnement. Ce processus d'être emprisonné et d'être encore finalement esclave, mais au sein d'une prison. Chez le runner, ça va se manifester un peu différemment. Chez le runner, il va plutôt être prisonnier de son bourreau. Il va être plutôt prisonnier sur le plan relationnel. Il va être plutôt soit prisonnier encore de sa mère, soit prisonnier de son conjoint
qui en général est sa mère ou son père, se comporte comme, envers lequel il se comporte comme un enfant, hein, envers lequel il est dépendant, par exemple, financièrement. Le runner qui gagne sa vie va donner, par exemple, tout son argent à son conjoint, y compris si son conjoint est une femme. Y compris si le runner est un homme et que son conjoint est une femme, par exemple, tous les revenus de cet homme vont être transmis à cette femme qui va le dépenser impunément et ne rien lui laisser. Les runners qui n'ont même pas d'argent de poche. Ça paraît complètement inimaginable, mais c'est le cas. Donc, souvent, chez le runner, cette prison, elle va être d'ordre financier. C'est-à-dire que soit le runner ne gagne pas sa vie, n'arrive pas à gagner sa vie, soit s'il la gagne, donc il ne gagne pas sa vie, donc il est dépendant financièrement. Ça, c'est souvent les femmes runners, elles sont souvent dépendantes financièrement de... Bon, j'ai des contre-exemples. Quand je vous parle, j'ai des contre-exemples. C'est pour ça que c'est toujours un peu difficile de tirer des généralités. Mais il y a trois types. Il y a des hommes qui ne gagnent pas leur vie et qui sont dépendants de leur conjointe. Il y a plus que trois types. Il y a des hommes qui gagnent leur vie mais qui donnent tout leur argent à leur conjointe. Il y a des femmes qui runners qui sont totalement dépendantes financièrement de leur conjoint. Donc en fait, elles peuvent pas se libérer puisqu'en fait, elles ne gagnent pas leur vie et que c'est leur conjoint qui gagne la vie pour d'eux et qui d'ailleurs en général leur fait beaucoup de cadeaux, les comble, ce qui fait que c'est encore plus difficile de les quitter. Et puis il y a des femmes runners qui gagnent leur vie et qui ne sont pas avec un conjoint et où la prison est ailleurs. Où la prison est ailleurs. C'est plus une prison intérieure ou une prison au niveau du corps. Par exemple, elles ont un problème de santé qui font qu'elles sont prisonnières d'un problème de santé. Ou elles sont prisonnières dans leur travail. Mais finalement, tout ça, ce sont juste, on pourrait dire, des petites variantes. Parce qu'au fond, la personne, elle est prisonnière. La personne n'est pas libre. Et en fait, je voulais attirer votre attention sur cette question. C'est pour ça que j'enregistre aujourd'hui cette capsule. Parce que c'est toujours la conscience qui permet de nous faire avancer. Et donc, ça veut aussi dire que notre autre, non seulement nous, on voit la prison de l'autre, mais on ne voit pas notre propre prison. Chaser est très fort pour ça. Le runner aussi. Le runner aussi est très fort pour ça. Donc, pour voir ce qui ne va pas chez l'autre et tout ce que l'autre devrait faire ou pourrait faire, ou comment il devrait faire, et de ne pas s'occuper de sa propre histoire et de son propre parcours. Donc, bien sûr, tout ça, ça se voit dans le karma, puisque dans le karma, il y a des situations où la personne a réellement été emprisonnée, a réellement été l'esclave de quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, je parle plutôt des prisons. Et donc, sortir d'un système de prison, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Parce que c'est comme si, à travers les siècles, les flammes avaient trouvé une sécurité dans le fait d'être prisonnier. Et du coup, c'est comme si le fait de sortir au grand air, c'était quelque chose qui n'était d'une part pas du tout envisagé. Il y a beaucoup de flammes qui se rendent prisonnières de leur conjoint,
hein, pas de leur conjoint, mais de leurs jumeaux, qui n'arrivent pas à être libres par rapport aux jumeaux. Donc c'est plus, si vous voulez, aujourd'hui, c'est plus une façon de penser, une façon d'être. Et cette façon d'être et cette façon de penser, elle est le fruit de centaines d'incarnations, de dizaines d'incarnations, dans lesquelles les flammes, depuis l'Atlantide, ont été emprisonnées. Parce que la prison fait partie du dysfonctionnement de la Terre. Et du coup, ça a été c'est devenu une habitude. C'est devenu, à travers les siècles, une habitude. Et quand on a une habitude, même si cette habitude n'est pas bonne pour nous, on ne se défait pas d'une habitude comme ça, parce que cette habitude, elle devient un réflexe. Elle devient quelque chose d'habituel. Et du coup, elle devient quelque chose dans lequel il y a une forme de sécurité. Donc du coup, c'est comme si, voilà, on est prisonnier, on ne va pas en faire un cas particulier. On peut en souffrir, on va essayer d'en sortir, c'est-à-dire on va essayer de se débattre, on va essayer de sortir les mains de l'endroit où il y a les barreaux. Hein. Mais à la limite, si on nous enlevait notre prison, si on vous enlevait votre prison, si on lui enlevait sa prison, la personne, elle serait perdue. C'est aussi comme ça dans la vie. Hein. Souvent, certains prisonniers qui ont vraiment été incarcérés, ils sortent un moment et puis ils font un casse et ils reviennent. Parce que c'est comme si dans la prison, il y a une sécurité. Et il y a quelque chose de ça dans les flammes jumelles. Il y a quelque chose de ça et on peut le regarder et on peut l'observer et en prendre conscience. Parce que sinon, il y a une forme d'agitation pour sortir de la prison. Et l'agitation ne permet pas de sortir de la prison. Le processus de sortie de la prison, il est toujours le même. Mais c'est un processus qui est complexe, qui nécessite de passer par différentes étapes et qui nécessite une rééducation. Se rééduquer à vivre librement. Parce que l'essence de l'Atlante, l'essence de la flamme Atlante, c'est l'essence de la flamme vénusienne, c'est la liberté. Et d'autres peuvent prendre exemple et le faire aussi. C'est pas parce qu'on a une autre identité qu'on ne pourrait ne pas le faire, ou qu'on devrait ne pas le faire. Mais je vous invite à réfléchir à cette question-là. Comment est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis libre ? Et comment est-ce que je me comporte quand je suis libre ? Et qu'est-ce que ça crée en moi, le sentiment de liberté ? Bien sûr que ça crée de la joie, bien sûr que ça crée de la satisfaction, mais pour beaucoup, ça crée de la panique. Et arriver à être déjà libre dans la prison, c'est bien sûr un préalable pour pouvoir sortir de la prison. Il faut d'abord commencer à se sentir libre dedans. Je pense que Mandela, il a été un exemple pour nous. Mais bon, Mandela, c'est un être éveillé, c'est un membre de la fraternité. Donc, c'est pas étonnant qu'il se soit comporté comme il s'est comporté. Hein. Mais je veux dire, il est venu nous montrer ça aujourd'hui. Parce qu'il s'est senti libre. Il s'est autorisé la liberté au sein même d'une des prisons les plus affreuses d'Afrique du Sud. Et
en étant libre à l'intérieur de sa prison, évidemment, il a transformé ses geôliers. Et ça, c'est aussi la fonction de la flamme. C'est de transformer les geôliers. Et non pas de subir les geôliers. Et non pas de les transformer en agissant sur le geôlier, en utilisant de l'abus de pouvoir pour que le geôlier se transforme, change, fasse ci ou ça. Mais en transformant le geôlier à travers la conséquence de sa propre transformation. Parce que c'est en se transformant soi-même que nos actions, nos pensées deviennent différentes. Et parce que nos actions, nos pensées et ce que nous émanons est différent, alors, autour de nous, les personnes se transforment et bénéficient de la belle émanation que nous avons alors, que nous émettons. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est un travail collectif. C'est un travail qu'il est nécessaire que beaucoup d'êtres humains vivent. Et les flammes font partie des êtres humains qui ont choisi ce chemin-là. Et qui sont venus pour ça. Non plus pour subir les choses, mais pour émaner elles-mêmes une vibration différente et retrouver elles-mêmes leur liberté intrinsèque, leur liberté originelle. Car à l'origine, nous sommes libres. Et nous sommes faits pour être libres ensemble. Et j'entends beaucoup de critiques des jumeaux au sujet de leurs jumeaux. Beaucoup de jugements au sujet de leurs jumeaux. Comme si quand un jumeau se rendait compte, quand une flamme se rendait compte que son jumeau n'était pas libre, et ça en général elle s'en rend compte très rapidement, et ça créait d'abord du jugement. D'abord, au lieu de créer une compassion immense, et au lieu de regarder sa propre assiette, et de voir que soi-même n'est pas libre non plus. Donc, j'ai envie de dire, chacun a à se libérer de sa propre prison. Et votre jumeau, il a à se libérer de sa propre prison. Mais si vous voulez l'aider, libérez-vous de la vôtre. Libérez-vous de la vôtre. Parce qu'en vous libérant de la vôtre, vous allez émaner quelque chose qui sera différent. Vous allez agir d'une façon qui sera différente. Vous allez penser d'une façon qui sera différente. Et ça, parce que vous êtes relié à votre jumeau, lui va le sentir. Et ça va l'aider à se libérer par lui-même. Il y a une chose que je dis souvent, c'est qu'on n'est pas là pour aider notre jumeau. On est là pour l'aimer. C'est pas pareil. Et si on veut aimer notre jumeau, ben c'est nécessaire d'abord de s'aimer soi. Et de se libérer soi. De nos carcans, de nos prisons, de nos pensées. Et de cette habitude que nous avons prise de nous incarcérer nous-mêmes, tellement nous l'avons été. Voilà, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bien sûr une très belle journée et de poursuivre ce travail qui est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va se faire en un mois, une séance, 5 séances, ou même à travers le travail personnel à toute vitesse. C'est une rééducation. Il y a une rééducation complète. Il faut se rééduquer. Donc pour se rééduquer, bien sûr qu'il faut enlever les implants. Bien sûr que, d'ailleurs à ce sujet, je voulais dire que bien sûr qu'en consultation, on travaille sur les implants. Mais
On n'enlève pas un implant volontairement. On va mettre de la conscience et après, une fois que la conscience est présente et que le mécanisme qui a permis l'implantation est déjoué, à ce moment-là, l'implant, il y a un travail qui se fait pour que l'implant puisse être enlevé. Parce que dans une précédente capsule, je disais qu'en consultation, je n'enlève pas d'implant. C'est pas tout à fait juste. C'est pas que je n'enlève pas d'implant, c'est que je ne pose pas une action énergétique, moi, sur une personne tierce pour lui enlever ses implants. J'accompagne cette personne pour qu'elle puisse prendre conscience des implants qui sont les siens et pour qu'elle puisse justement rééduquer quelque chose en elle qui fait que l'implant n'est plus nécessaire et peut être enlevé alors à ce moment-là. Donc voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, je vous dis à bientôt.